Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi marquée par l'affaire Barthélémy Diaz, cité dans le meurtre de Ndiaga Diouf. En 2011, il assure avoir saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour renoncer à son immunité parlementaire. Pour Chersek, député socialiste, l'Assemblée nationale n'a reçu aucune demande. Barthélémy Diaz qui peut néanmoins bénéficier du soutien du bureau politique du Parti socialiste. Dans cette édition, nous parlerons également des élections législatives en 2017. Le Parti socialiste reste dans la mouvance présidentielle. Et puis, c'est officiel, le gouvernement a rendu publique la liste des 70 nommés au Haut Conseil des collectivités territoriales. Une liste qui vient compléter celle des 80 membres élus par les électeurs sénégalais. Parmi ces nommés, Aliou Sow, député démissionnaire à l'Assemblée nationale. Il assure que sa démission n'a aucun lien avec sa nomination au Haut Conseil des collectivités territoriales. Sa réaction que vous pourrez suivre dans ce journal. Inquiétude des agriculteurs de Tambacounda. Depuis maintenant 3 semaines, pas une goutte de pluie dans la région. Les rendements sont en baisse, une situation qui a conduit à l'organisation d'une séance de prière. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Ce soir, elle s'intéresse à la radicalisation de jeunes issus de la banlieue dakaroise. Des jeunes en proie au chômage, des cibles faciles pour les recruteurs djihadistes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec de la politique et l'affaire Barthélémy Diaz au devant de l'actualité. Sur le banc des accusés pour le meurtre de Ndiaga Diouf, en 2011, il assure avoir saisi le bureau de l'Assemblée nationale par voie épistolaire et pour renoncer à son immunité parlementaire. Des propos contestés par le député socialiste Chersek. Selon lui, durant les 5 dernières années, l'Assemblée nationale n'a pas reçu de demande de Barthélémy Diaz. Écoutons-le, il est interrogé par Al-Hassan Ba et Léane Yafouna. Les documents qui sont déposés à l'Assemblée nationale en instance sont examinés par la conférence des présidents. Et depuis 5 ans, je ne me rappelle pas une fois qu'on ait examiné une demande de levée de l'immunité parlementaire venant de notre camarade Barthélémy Diaz. C'est bien de parler, on peut bien parler dans la presse, mais je vous dis, moi je suis membre de la conférence des présidents, nous n'avons jamais enregistré en instance un document relatif à une demande de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. S'il veut la levée de son immunité parlementaire, il n'a qu'à nous envoyer tout de suite la demande et à la prochaine conférence des présidents, nous allons l'examiner et nous allons donner suite à cette demande-là. Nous restons avec l'affaire Barthélémy Diaz et le bureau politique du Parti socialiste qui compte soutenir le maire de Mermoz-Sacré-Cœur dans son procès. Ce vendredi matin, une conférence de presse a été tenue à la maison du PS. A également été évoqué les événements du 5 mars dernier qui ont conduit à des violences entre jeunes du Parti socialiste. Plus de détails avec Al-Hassan Ba et Léane Yafouna. Le maire socialiste peut compter sur le soutien de ses camarades de parti dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Le bureau politique du PS se dit solidaire à Barthélémy Diaz. Nous réitérons notre solidarité socialiste et militante à notre camarade Barthélémy Diaz. Et nous conformant à son vœu lui-même, qui a exprimé avant même aujourd'hui qu'il tient à ce que son immunité parlementaire soit levée et que justice puisse être rendue, nous nous conformons aussi à ce vœu qu'il a, que justice puisse être rendue. Nous ne lui voulons que du bien. Et je voudrais dire aux autres membres du parti, il y a des gens qui sont un peu égarés en ce moment. Il faut qu'ils reviennent. Nous allons y travailler parce que le Parti socialiste a besoin de l'ensemble de ses fils pour demain revenir au pouvoir. Face à la presse, le bureau est revenu sur les événements du 5 mars dernier à la maison du parti. Selon Serigne Baïtiam, il est utile que la vérité se manifeste. Personne n'a été arrêté. Il convoque les gens pour savoir ce qui s'est passé. Vous, on vous a vu dans une vidéo ou bien on vous a entendu dire telle chose, comment ça s'est passé? C'est ça qu'on demande. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas lieu d'en faire vraiment de l'agitation politique sur la question. Et là, c'est utile que la vérité se manifeste.
Le secrétaire général du Parti socialiste nommé à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, ses camarades s'en félicitent. Au niveau du gouvernement, nous sommes en train de faire de notre mieux pour mériter les postes qui nous sont confiés au Parti socialiste, pas à des individus. Je pense que si vous regardez la façon dont nous sommes en train de nous battre, ce n'est pas pour nos propres personnes que nous sommes en train de nous battre. Nous nous battons pour un idéal. Le secrétariat exécutif demande l'unité au sein du Parti socialiste, aller avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives de 2017. Justement, législative de 2017, les commissions administratives du PS votent pour la coalition Benno Bokk Yakaar et restent donc dans la mouvance présidentielle. Les résultats ont été rapportés ce vendredi par le ministre de l'Éducation nationale, Serine Mbaye Thiam. Sur 16 227 membres, 16 675 ont voté pour poursuivre le combat avec Benno Bokk Yakaar. Écoutons le ministre, ses propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Au niveau des commissions administratives de tout le parti, c'est 17 801 membres. Ceux qui ont voté pour que le PS aille seul sous sa propre bannière aux élections législatives de 2017, c'est 1126 voix, soit 6,33%. Ceux qui ont voté pour que le PS aille en coalition aux prochaines élections législatives de 2017. C'est 16 675 voix, soit 93,67%. Sur ces 16 675 voix qui ont voté pour que le PS aille en coalition, 16 227 ont voté pour que le PS reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis, c'est officiel, le chef de l'État a rendu publique la liste des 70 nommés au Haut Conseil des collectivités territoriales. Une liste qui vient compléter celle des 80 membres élus par le peuple sénégalais et sur laquelle revient Hadi Attala. Les personnes qui vont siéger au Haut Conseil des collectivités territoriales sont connues. Outre les 80 élus, les 70 autres ont été nommés par le chef de l'État. Un choix judicieux qui a pris en compte presque toutes les couches socio-professionnelles. Parmi les conseillers nommés figurent Aliou Sow et Souti Touré, tous deux anciens ministres chargés des collectivités locales, députés et sénateurs. Landing Savané, ancien ministre sous Wade et ancien député, Yatma Fall, ancien conseiller économique et social et président de la Fédération des associations des handicapés. Sont choisis aussi comme conseiller Samba Bathily Diallo, maire de Ouakam et ancien député, Aliou Dia des forces paysannes et ancien député, Maître Ousmane Sey, président d'un mouvement politique, et Ousmane Badiane, chargé des élections à la Ligue démocratique. Le Haut Conseil va être dirigé par Ousmane Tanor Dieng, premier secrétaire du Parti socialiste. Le bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales comprendra un président, 6 vice-présidents, 4 secrétaires élus et 2 questeurs. La session sera ouverte ce 31 octobre. Et puis la réaction à présent d'Aliou Sow qui assure que sa démission à l'Assemblée nationale n'a aucun rapport avec sa nomination au Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon lui, la création de cette chambre vient renforcer l'acte 3 de la décentralisation et sera en mesure de répondre efficacement aux problèmes rencontrés par les collectivités locales. Écoutons Aliou Sow, ses propos sont recueillis par Souleymane Touré et Mohamed Dian. Il n'y a pas de lien direct, il y a simplement le hasard des calendriers des institutions de la République a fait que pendant que nous avions l'ouverture de la dernière et unique session de l'Assemblée nationale, en même temps, les élections des membres du Haut Conseil venaient d'être bouclées et que le président devait procéder à des nominations. L'institution qui est la 4e dans la préséance protocolaire de la République est d'une importance capitale pour participer à l'évaluation des politiques publiques en matière de décentralisation, pour faciliter les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, pour booster la coopération décentralisée, pour recevoir le rapport de contrôle de légalité, mais également faire des études et des rapports annuels sur l'État dans la décentralisation et les perspectives, surtout les mesures à prendre pour améliorer ces politiques-là. Je pense que c'est non seulement une institution qui peut jouer un rôle essentiel, important, mais de la part de la qualité des hommes qui la composent.
Nomination de certains membres de l'opposition au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si certains estiment qu'il n'y a rien à signaler, d'autres assurent que le chef de l'État œuvre pour sa réélection. Dans ce reportage de Pape Faraning, réaction de Malik Diagne, spécialiste en décentralisation, et du journaliste Harouna Dème. Les 70 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales nommés par le président de la République suscitent beaucoup d'interrogations. Ça montre quelque part aussi que le président a cherché à jouer sur des équilibres, à un peu satisfaire tout le monde, tous ceux qui sont autour de lui. On a vu qu'il y a quand même quelques, entre guillemets, dinosaures de la politique sénégalaise ou des chefs de parti. Le président était obligé de choisir des profils adaptés et puis de tenir compte aussi de la configuration du pays, donc des organisations socio-professionnelles représentatives. Au regard de cette liste, que cette directive, en tout cas cette convenance républicaine, n'a pas été appliquée. Le fait de désigner certaines personnalités de l'opposition sans les consulter vise à diviser le camp adverse, soutiennent certains observateurs. Diviser un peu aussi l'opposition, d'affaiblir en tout cas du mieux qu'il pourra. Il y a des gens de l'opposition qu'il a attirés dans son escarcelle en quelque sorte. On a vu des gens comme Djiboka et autres. Mais je pense que ce n'est pas des gens qui peuvent apporter grand-chose en termes de poids électoral. Et la loi ne lui fait aucune obligation. Le président peut prendre qui il veut. La loi ne lui dit pas qu'il faut prendre tel ou tel profil. Un acte purement politique dans une certaine mesure pour préparer les échéances électorales à venir. Il est parfaitement clair qu'aujourd'hui, l'objectif, le point de mire que se fixe la majorité présidentielle, les chefs de l'État en particulier, c'est 2019. Il y a des jalons qui ont été opposés. Le fait que Ousmane Tanor Dieng ait été coopté comme étant président directement par décret. Le Parti socialiste se prononce pour aller ensemble aux élections législatives avec l'APR au lendemain de l'apparition de cette liste. Plus d'un mois après l'élection des 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les 70 restants et certains profits font débat. À présent, ce dossier politique consacré à la marche de l'opposition du 14 octobre dernier, fortement réprimée par les forces de l'ordre. Entre opposition et pouvoir, le climat reste tendu. Pourtant, le 28 mai dernier, Macky Sall réunissait la classe politique autour d'un dialogue national. A-t-il porté ses fruits? Où en est-on aujourd'hui? Mame Birame Diouf et Ababakar Camara ont rencontré différents hommes politiques sénégalais. Leur réaction dans ce dossier. Nous n'accepterons pas que le désordre règne dans le pays. L'idée du président Sall, tel un plat servi, semble avoir un goût amer pour l'opposition. Impossible donc de l'avaler. C'est simplement signe de faiblesse et c'est signe d'affolement également. Pour le conseiller technique du chef, à la force qui doit rester à la loi. Dans ce pays qu'est le Sénégal, on ne peut pas du tout entacher son excellent président Macky Sall. C'est un président intègre qui lance toujours un appel vraiment pour le dialogue national, pour la paix des cœurs. C'est lui le gardien de la Constitution. Il est tenu de protéger les lois et règlements de ce pays. L'itinéraire qu'avait tracé le préfet à l'opposition, source de polémique, le leader du BCG, Jean-Paul Diaz, l'a pourtant dénoncé, lui qui est de la mouvance présidentielle. C'est l'opposition marcher dans les meilleures conditions. Argument contre argument, toujours est-il qu'ils doivent pouvoir s'écouter sur des questions. Pas de terrain d'entente. À partir de ce moment, l'on s'interroge qu'a réellement apporté le dialogue national lancé le 28 mai dans le landerneau politique. Par quel procédé et sur quoi doit reposer le dialogue pour répondre aux aspirations du peuple? Il y a une partie de son discours qui m'intéresse le plus. C'est la partie dans laquelle le président de la République dit que prochainement, les marcheurs et les autorités chargées d'encadrer la marche, donc les autorités du ministère de l'Intérieur, le préfet, la police, doivent s'asseoir pour s'accorder un certain nombre de principes directeurs de l'organisation de l'activité de la marche. Ma conviction forte et profonde, c'est que le dialogue national entamé
lancé le 28 mai dernier. C'est ce qu'on appelle le génie du peuple sénégalais. Je ne parle pas d'exception sénégalaise, mais le génie du peuple sénégalais. Je crois que ce dialogue national-là entamé le 28 n'est pas prêt pour un dialogue sincère. Il ne parle de dialogue que lorsqu'il est dans des difficultés et que la pression est très forte sur lui et sur son régime. En tous les cas, l'opposition bande les muscles. Il n'y a pas seulement la marche, il y a aussi des meetings et d'autres activités que nous allons dérouler et qui seront mis à la connaissance de l'opinion pour que nul n'en ignore. Le Sénégal est parti, mais pour ne pas durer. Ce sont des alliances de circonstances, comme on le dit. Donc, sur la base de ces alliances-là, d'ici 2019 à la présidentielle, le CECON ne va pas se disloquer. Parlons éducation à présent. Ce vendredi matin, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement a fait face à la presse afin de décliner ses attentes pour l'année scolaire 2016-2017. Le coordonnateur du Front est revenu sur leur rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale. Des rencontres qu'il juge satisfaisantes. Sa réaction dans ce reportage de Cher Hassanafal. Les rencontres de Sali entre le ministre de l'Éducation et les syndicats en début d'année scolaire semblent satisfaire le FUSE. Le coordinateur du Front unitaire des syndicats de l'enseignement salue cette initiative, une avancée pour le système éducatif. Féliciter des deux ateliers de Sali, organisés par le ministère de l'Éducation et le Haut Conseil du dialogue social, ou ateliers qui ont abouti à un engagement des différentes parties prenantes dans le secteur de l'éducation et de la formation. Toutefois, le FUSE souhaite la concrétisation des accords signés. Une attente forte, c'est que tous les engagements issus des deux ateliers de Sali soient matérialisés dans les délais, vraiment pour nous permettre d'aller sereinement donc, vers la paix et la stabilité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Paix et stabilité largement, en tout cas, souhaitée par l'opinion nationale. Le Front unitaire des syndicats de l'enseignement déplore également la non-application des recommandations élaborées avec le ministre du Travail. De nous prononcer sur les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation pour exiger de façon très claire la construction du consensus sur l'arrêté qui organise des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous lançons un appel au gouvernement et en particulier au ministre du Travail, en tout cas donc de reprendre les discussions avec les syndicats autour du projet d'arrêté. Espérant l'application rapide des accords de Sali, le FUSE compte s'investir pour une année scolaire apaisée. Un an après son installation à la tête de la police nationale, Oumar Mal réitère son engagement à accomplir sa mission, la mission qui lui a été assignée. Selon lui, le combat actuel, c'est de sensibiliser davantage les populations sur la montée du terrorisme dans la sous-région. Il assure également que le renseignement humain est devenu plus que nécessaire. Le directeur général de la police nationale que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Fatou Kinedem. Tout converge vers la lutte contre le terrorisme qui est le fléau des temps modernes. Parce que dans le terrorisme, tout passe. C'est la somme de tous les trafics imaginables. Et je l'ai répété tout à l'heure, trafic de migrants, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic de marchandises, trafic d'armes, toutes sortes de trafics. Donc il appartient aux populations voisines de ces terroristes ou de ces terroristes de pouvoir détecter très tôt la tendance terroriste de cet individu-là et de pouvoir le dénoncer auprès de qui de droit. Le maire de la commune de Mbeuchelé est au cœur de la tourmente après avoir transformé des salles de classe en lieux de commerce, en cantine plus précisément. Très remontées, les populations ont engagé un huissier de justice et ont décidé de porter plainte contre le maire en question, Alioudia.
Direction le département de Goudomp, frontalier à la Guinée-Bissau. Sur place, 12 communes du département sont sous la menace d'une épidémie. Le virus apparu en Guinée-Bissau inquiète les autorités sanitaires. 10 millions de francs CFA ont été débloqués par le conseil départemental de Goudomp. Pour plus d'explications, écoutons le président du conseil en question. Ces propos sont recueillis par nos correspondants dans la région Bakary Konté et Salah Samb. La santé. Nous avons une particularité, le département de Goudomp. Nous sommes frontaliers à la Guinée-Bissau, tout le long du département de Goudomp. Les 15 communes, les 12 sont frontaliers à la Guinée-Bissau, à l'exception de la commune de Karantaba, de la commune de Djoudoubo et peut-être la commune de Kolibanta. Le reste est frontalier à la Guinée-Bissau. Et nous sommes menacés par certaines épidémies, parce que les populations se fréquentent avec des loumeaux chaque jour. Si vous voyez un peu dans le département de Goudomp, toutes les communes organisent des loumeaux. Et les populations de la Guinée-Bissau viennent, les populations, plus nos populations. C'est pour cela que la santé nous tient à cœur pour aider ces populations à atteindre les soins qu'il faut en essayant de donner cette subvention qui s'élève au total, avec la couverture maladie universelle, à 10 millions de francs CFA. Nous avons impliqué le départemental de l'action sociale qui est en train de faire un travail au niveau des communes pour l'enrôlement au minimum cette année de 300 personnes dans ce programme de couverture maladie universelle. Et je vous l'annonçais en titre, à Tambacounda, les agriculteurs sont inquiets suite à une baisse de rendement due à la pause pluviométrique des 3 dernières semaines. Pour tenter d'y remédier et pour une bonne récolte, une séance de prière a été organisée. Suivons ce reportage de notre correspondant Moussa Oumargaï. La longue pause pluviométrique constatée ces derniers temps à Tambacounda inquiète les paysans producteurs qui du reste craignent une baisse des rendements. Ngagne Mbow, le coordonnateur du programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat rural PADAER, de son point de vue prône pour des séances de prière communément appelées Baounan. La solution pour des cultures étroitement liées à la pluviométrie, c'est prier pour qu'il y ait encore 2 à 3 bonnes pluies qui permettraient ne serait-ce qu'au riz qui était à l'état d'épiaison d'arriver à maturité. Et nous le souhaitons vivement pour que les efforts consentis à la fois par tous ces programmes, ces agences, ces directions et les producteurs eux-mêmes, que ces efforts ne soient pas anéantis. Et nous espérons que ceci nous permettrait de pouvoir le faire. Et je pense que également tout ce que nous sommes en train de faire est en droite ligne avec la politique agricole de ce pays qui est mise en œuvre dans le cadre du PRACAS que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a conçu et que nous... Au lendemain de la tournée agricole du chef de l'État Macky Sall à Laboya, Gouloumbou et Médina Yara, l'espoir renaît du côté des producteurs, maïsiculteurs et cotonculteurs. La région de Tambacounda a enregistré une production céréalière estimée à 136 626 tonnes en 2015, donc l'année dernière, soit une hausse de 25 000 tonnes comparée à celle de 2014. Et s'agissant de la présente campagne agricole, le directeur régional du développement rural Samba Ndao reste optimiste. Et puis, à Linguère, 1 an après l'installation de la gendarmerie de Yangyang, le sous-préfet tire le bilan et il est plutôt positif puisque le vol de bétail et la consommation d'alcool sont en baisse. Une information du préfet de Linguère. Ouverture ce matin des journées de réflexion de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Parmi les priorités de la CSA, la baisse des taxes, des denrées de première nécessité, l'amélioration des conditions de travail des employés de l'administration. Avant les élections de représentativité, l'organisation des syndicats doit également être améliorée. Plus de détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Hausse des taxes annoncées sur certains produits, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal pas du tout d'accord. La CSA décline son programme pour la baisse des denrées de première nécessité. Il y a beaucoup d'organisations qui ont alerté pour dire
on va vers des hausses de prix si l'État ne diminue pas les taxes qui sont posées. Donc la bataille des organisations syndicales, la bataille de la CSA, c'est de se battre et aller dans le sens de cette alerte pour dire au gouvernement trêve d'augmentation de prix, baisse des prix, c'est ça qui nous préoccupe. Le secteur informel n'est pas oublié dans ce programme stratégique. Des projets de développement sont prévus. Nous avons déjà dans notre organisation plusieurs organisations du secteur de l'économie informelle. Mais ces organisations ne sont pas regroupées. Nous allons donc travailler à faire une grande fédération des travailleurs de l'économie informelle de la CSA. Et à partir de cette fédération maintenant, les outiller, les donner des formations, les organiser pour aller vers des programmes et des projets de développement qui leur permettront d'être autonomes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de toute sorte d'organisation. Les élections de représentativité pointent à l'horizon. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal appelle à plus de maturité. De dire on a 40 organisations de l'éducation, sur ces 40 organisations, 3 ont 10% de représentativité, donc c'est ces 3-là qui doivent siéger pour représenter les travailleurs face aux négociations, face au gouvernement. Au niveau des centrales syndicales aussi, travailler à renforcer les élections, ce qui s'est passé lors des élections de 2011. Aux fonctionnaires en difficulté, la CSA entend les accompagner pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Célébration de la journée mondiale du cœur, la Société sénégalaise de cardiologie organise une randonnée pédestre. Le président de la structure rappelle que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité. Dans le monde, chaque année, 17 millions de personnes en sont victimes. La randonnée pédestre est prévue pour dimanche prochain. Moudou Fall et Younous Diatta nous en disent plus. Première cause de décès au Sénégal et dans le monde, les maladies cardiovasculaires doivent être davantage prises au sérieux. C'est ce que compte faire la Société de cardiologie sénégalaise ce 23 octobre. Ces médecins ont décidé de marcher afin de célébrer la journée mondiale du cœur. C'est un intense moment de plaidoyer au niveau mondial dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, qui, comme vous le savez, sont la première cause aujourd'hui de mortalité dans le monde. Et au Sénégal, les maladies cardiovasculaires constituent aussi la première cause de mortalité chez l'adulte sénégalais. Et l'enquête STEPS, qui a été réalisée récemment au niveau du ministère de la Santé, montre que 24% des adultes sénégalais sont hypertendus. Une randonnée pédestre qui permettra de sensibiliser sur les moyens d'éviter ces maladies. C'est des gestes simples de la vie courante, c'est améliorer notre confort de vie. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'exercice. Et puis, chaque sujet doit connaître ses chiffres, c'est-à-dire connaître son poids normal, connaître ses chiffres de tension artérielle, connaître son taux de sucre, son taux de cholestérol et faire de l'exercice régulièrement. 17 millions de personnes meurent chaque année, mais au Sénégal, le combat s'accentue car le pays compte 80 cardiologues répartis dans toutes les régions, contrairement à d'autres pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. Je vous l'annonçais, en sommaire, ce vendredi, la chronique du JT s'intéresse à la radicalisation de certains jeunes issus de la banlieue dakaroise et candidats au djihad. Réalisé en 2014 par Abderrahmane Sissako, le film Timbuktu avait contribué à alerter l'opinion internationale sur les dangers de l'extrémisme religieux. Papis Diaw se penche, lui, sur l'endoctrinement des jeunes djihadistes. Quand Mossoul, deuxième ville irakienne, devient l'une des plus grandes zones de tension au monde, en reléguant derrière elle la Syrie et le Yémen, il convient d'intégrer la triste réalité d'un monde où la paix est une exception, une denrée très rare. C'est même pour certains un droit confisqué des citoyens par des puissances occultes ou même parfois légales. L'un dans l'autre, l'humanité tout entière en souffre. La psychose du terrorisme s'est propagée dans les moindres recoins du globe. Le spectre d'attentats n'épargne aucune nation du fait de la mondialisation du phénomène. Alors, où en est le Sénégal? Une question réactualisée à la suite d'une étude qui place notre pays parmi ceux qui peuvent contenir des radicaux.
Une radicalisation dont la seule conséquence immédiate est le passage à l'acte. Il est certain que la zone ouest africaine est depuis longtemps une cible, mais pour autant, le Sénégal garde encore une sorte de spécificité, tout en sachant que le postulat du risque zéro n'est envisageable nulle part, mais un de nos atouts majeurs dans cette lutte contre le terrorisme ou la radicalisation, c'est notre configuration socio-culturelle. Nos influences religieuses issues de notre majoritaire adhésion à l'esprit confrérique constituent un important bouclier. C'est en définitive notre soupape de sécurité, notre bonne perfusion idéologique qui nous éloigne d'un monde de violence et de haine. En n'oubliant pas de s'investir encore dans la vigilance, l'anticipation en matière de sécurité à côté d'une très bonne communication. Nos références peuvent encore nous préserver d'un fanatisme gratuit. C'est la fin de cette édition que j'ai été ravie, comme d'habitude, de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de Bouba, qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa, merci pour le journal pour ce 20h qui va se finir, vous savez, comme d'habitude, avec l'invité qui arrive juste après ceci. À tout de suite. Bonsoir Bouba.